Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 avril 2023 et il ne se passe mais strictement rien quand on regarde la performance des indices. C'est juste désespérant. Alors oui, c'est vrai, il se passe des choses à l'intérieur. Il se passe même pas mal de choses un peu partout dans le monde merveilleux de la finance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, quand on regarde la performance des indices hier, on a l'impression qu'on sait plus où on doit aller. On est à la croisée des chemins. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais au milieu, je vais derrière. Je sais pas, mais en tout cas, vous voyez les clôtures qui sont absolument misérables. 0,06% de hausse sur le SMI, 0,08% de hausse sur le DAX. La France qui explose avec une performance stratosphérique de 0,15%, le S&P qui fait rien. Bref, c'est boring au possible, on s'ennuie, on sait pas trop quoi faire. Alors, j'ai quand même trouvé 2-3 trucs, parce qu'il se passe, heureusement, il y a 2-3 chiffres qui sont sortis, donc ça nous occupe. Et puis il y a 2-3 petites lumières qui clignotent à droite à gauche qui font qu'on pourrait quand même un peu s'inquiéter. Oui, je suis un peu inquiet et ça m'énerve, mais c'est comme ça. Il faut quand même constater certains petits points noirs qui apparaissent. Comme ça, si jamais ça nous pète à la figure, eh bien on pourra pas dire qu'on l'avait pas dit. Donc tout d'abord, si on regarde ce chart-là, c'est le graphique de la volatilité. La volatilité est donc au plus bas depuis quasiment 18 mois. Elle n'a plus jamais été aussi faible en termes de vol depuis novembre 2021, ce qui veut dire qu'on s'emmerde profondément et que personne n'a peur. On a une confiance illimitée en la performance des marchés. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe pour l'instant, on a un peu le sentiment qu'on est assis sur nos chaises en se disant de toute façon ça peut pas baisser, ça ne peut que monter. Alors j'attends juste le signal, mais pour l'instant, en tous les cas, je ne vends pas et j'ai plein de cash à côté de moi qui est prêt à être réinvesti immédiatement dans les marchés. Ça, c'est le sentiment que ça donne en tous les cas jusqu'à maintenant. Donc on est un peu coincé au milieu de nulle part. Alors on retiendra qu'hier il y a eu quand même pas mal de chiffres, bien entendu. Alors, on a digéré les résultats de Netflix. Alors souvenez-vous que hier matin on disait que Netflix était plutôt bien pris parce qu'il y avait cette histoire d'abonnement avec publicité qui satisfaisait les investisseurs. On a bien réfléchi après et on s'est quand même dit que finalement c'était pas top. Les perspectives futures de Netflix n'est pas non plus très rose, donc Netflix a quand même perdu 3%. Disney a suivi Netflix parce que globalement ils ont le même business model, mis à part les parcs d'attractions. Et puis après, derrière, on a encore eu Morgan Stanley qui a publié des chiffres au-dessus des attentes, en baisse globalement si on compare la même période de l'année dernière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui rapporte beaucoup d'argent, les deals, les fusions, les acquisitions, les nouvelles mises en bourse, etc., ça marche plus du tout, c'est pas tellement tendance. Donc du coup, mauvaise performance de ce côté-là, déception sur le résultat. Bon, le titre faisait pas grand-chose, mais on n'est pas super content des résultats de Morgan Stanley et on sent un petit peu le stress pour les mois à venir. Par contre, il faudra saluer les résultats de Abbott Laboratories qui a pris 8% hier. La raison principale, c'est que finalement, vous savez, après le Covid, on avait encore ralenti certaines opérations chirurgicales. C'est reparti comme en 40. Donc du coup, il y a pas mal de business qui a repris chez Abbott. Donc très bon résultat, très bon trimestre pour la société. Et puis hier matin, on a eu aussi ASML qui a sorti des bons chiffres globalement, un peu meilleurs que les attentes, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, on avait le sentiment que le carnet de commandes n'était pas super plein pour ASML en tous les cas. Résultat, impact direct sur STM Micro en Europe, et puis on verra ce matin encore avec les résultats de Taiwan Semi, mais visiblement, les semi-conducteurs, c'est un petit peu décevant pour l'instant, même s'il y a un analyste quelque part dans un coin qui a réussi à dire que normalement, selon lui, Nvidia a largement la place pour monter encore de 23% depuis là où elle est maintenant. Tout ça à cause, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Toujours est-il que, regardez quand même le graphique du SOX qui a l'air un tout petit peu en difficulté, plus en difficulté que le reste du marché. Donc il y a un petit peu de crispation de ce côté-là et il faudra le surveiller parce que, comme vous le savez, bien sûr, le SOX est un leading indicator. Donc si les semi-conducteurs commencent à publier des chiffres pas terribles et que ça génère des déceptions, il pourrait y avoir un tout petit sell-off de ce côté-là. Et puis la nouvelle du jour, c'est la nouvelle baisse de prix de Tesla. Alors Tesla a publié ses chiffres après la clôture, mais pendant la séance, ils ont quand même annoncé une nouvelle baisse de prix. Alors on va séparer les choses en deux. Commençons par la baisse de prix. Donc c'est encore moins cher chez Tesla. En gros, si on prend juste un peu de recul, le modèle Y, en l'espace de 6 mois, il a perdu 25% sur son prix de vente. Et on voit très bien que Monsieur Musk est en train de vouloir gagner encore et encore des parts de marché et qu'il est prêt à sacrifier ses marges. Alors, pas mal de gens se posent des questions là-dedans. Est-ce que c'est dans le but de vendre parce qu'ils ont trop de stock ou est-ce que c'est simplement parce qu'il veut effectivement bouffer des parts de marché et tuer la concurrence? Parce que comme ils ont une avance technologique assez importante au niveau des batteries et au niveau de plein de choses de la voiture électrique, ils se disent les autres, ils doivent gagner de l'argent pour réinvestir
investir pour développer, pour essayer de rattraper le train, mais si vous leur cassez les marges et que finalement ils gagnent plus rien sur les ventes de voitures, est-ce que vraiment ils vont continuer à développer aussi vite? On peut se poser des questions. Le plan paraît complètement machiavélique, mais ça fait plus ou moins du sens, puisqu'en général tout le monde est en train de suivre. Hier on avait un des top shots de Renault qui disait d'ailleurs que eux allaient commencer à réfléchir aussi à baisser leur prix pour suivre la concurrence. Donc finalement, ce que veut faire Monsieur Musk, c'est en train de fonctionner, mais on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et puis quand on va voir les résultats qui ont été publiés hier soir, eh bien ça pose quand même 2-3 petits problèmes au niveau des bilans. Avant de parler des chiffres de Tesla, je voulais revenir sur 2-3 graphiques qui sont apparus un petit peu dans le marché ces derniers jours et ces dernières heures, qu'il faut quand même garder un peu à l'œil, parce que ça veut aussi dire que tout ne va pas aussi bien. Oui, l'inflation est en train de ralentir, comme le disait Monsieur Williams de la Fed de New York hier. Oui, effectivement, le marché du travail est en train de ralentir, comme le disait Monsieur Williams de la Fed de New York également. Comme quoi, effectivement, ça se calme un peu. Donc ça va dans le sens du plan de la Fed. Donc si on prend ce genre de choses, ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Donc on espère qu'il n'y aura plus trop de hausse de taux. C'est un peu la thématique du moment. Mais quand même, à côté, il y a 2-3 petites choses qui apparaissent qu'il faut quand même se souvenir. Et la première, c'est le plafond de la dette. Oui, le plafond de la dette, on en parle et je vais vous bassiner avec ça parce qu'on va en parler de plus en plus. Ça fait des semaines qu'on en parle en sous-main parce qu'il y a d'autres sujets plus importants. Mais là, ça commence à monter en puissance et ça commence à poser un sacré problème. Si vous regardez le graphique des CDS, eh bien le CDS du Trésor américain, il est en train de prendre l'ascenseur. Il ressemble vachement au CDS du Crédit Suisse. Donc attention quand même de ce côté-là. Ça veut dire que les gens sont en train d'anticiper ou en tout cas de se protéger contre un éventuel défaut de la dette américaine. Autant vous dire qu'on n'a pas vraiment envie de voir ça dans les semaines qui viennent, mais il faudra faire attention quand même parce qu'on est uniquement au mois d'avril. On parle d'un premier défaut possible au mois de juin. C'est Goldman Sachs qui le disait hier. Si effectivement ça commence à tendre, eh bien le CDS il n'a pas fini de monter. On sent que le stress commence un petit peu à monter et que les solutions elles sont pas légion. Il va falloir que les démocrates et les républicains se parlent. N'étant pas un spécialiste de la politique américaine, ça n'a pas l'air évident en ce moment, donc il y a un peu de peur, de crainte et d'angoisse par rapport à cette possibilité du défaut de la dette américaine. Autre graphique qui fait un tout petit peu peur en ce moment, alors moi je suis pas un expert en marché obligataire, vous le savez, mais quand vous regardez le graphique suivant, donc là vous avez le rendement du 3 mois américain et du 1 mois américain. Vous voyez que le 1 mois est en train de se péter la figure avec un rendement à 3,89 et alors que le 3 mois est à 5,20 encore. Donc je sais pas ce que ça signifie, mais que vous voyez l'écart entre les deux pour 2 mois d'écart d'échéance, eh bien, il y a quand même un problème qui est en train de se pointer et visiblement, c'est en train de bouger assez massivement au niveau de l'obligataire. Donc ça veut dire que derrière, il y a pas mal de banques qui doivent réfléchir à leur stratégie, déjà qui se sont fait allumer par rapport à la hausse des taux ces derniers temps, dont l'affaire SVB, bien sûr. Donc du coup, méfiance quand même, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Wall Street là derrière, mais qu'on n'a pas encore complètement pris la mesure de ce que cela pourrait être, donc méfiance. Et puis alors, il y a le marché immobilier. Alors là aussi, on en a parlé depuis des mois, comme quoi il y avait un ralentissement sur le marché immobilier. Forcément, la hausse des taux, quand vous devez vous financer à 30 ans avec des taux à 6,5, c'est plus compliqué qu'à 2,25. Donc il y a eu un ralentissement de ce côté-là. Pour l'instant, on s'en est foutu magistralement, d'où la performance des marchés de ces derniers mois. Mais c'est vrai que là, on a quand même 2-3 choses qui commencent à arriver qui sont un tout petit peu étranges. La première étant qu'on a eu la plus forte baisse des prix de l'immobilier durant ces dernières semaines. Ça n'était plus arrivé depuis 2012, une baisse aussi massive sur un mois. Alors la raison principale, c'est bien évidemment la crise des banques qui a eu lieu durant le mois de mars et les financements qui se sont brutalement arrêtés. Donc du coup, pour acheter, ça devenait plus compliqué, donc les prix ont baissé et c'était la plus forte baisse des prix aux États-Unis depuis 2012. Si vous vous rappelez dans quel état on était en 2012, eh ben on n'a pas vraiment envie que ça revienne, donc ça c'est un premier stress. Et puis le deuxième stress, c'est l'augmentation des saisies et des foreclosures, comme on appelle ça aux États-Unis. Alors les saisies et les foreclosures aux États-Unis, que vous payez pas vos intérêts hypothécaires, eh bien ils viennent vous reprendre la maison, mais ils vous virent et vous expulsent. C'est ce qu'on a vécu violemment et massivement dans les années 2008, 2009, 2010 durant la crise des subprimes. Ça s'était bien calmé, bien évidemment, mais là depuis quelques temps, ça a explosé de 22% sur un mois. Donc de plus en plus de repossession, comme ils appellent ça aux États-Unis. Donc les banques qui reprennent la possession des maisons. Donc on a de plus en plus de force de foreclosure, de plus en plus de saisies. Les huissiers sont débordés. On a des dossiers de faillite qui n'arrêtent pas d'exploser. Il y a plus de 100 000 dossiers de faillite qui ont été mis en place depuis le début de l'année aux États-Unis pour l'immobilier. Donc ça veut aussi dire qu'il y a aussi un petit problème. Et si le marché immobilier commence à se casser la figure aux États-Unis, ça pose un sacré problème parce que la majorité des Américains utilisent une partie de la valorisation de leur hypothèque pour pouvoir dépenser de l'argent et consommer. Donc ça veut dire ralentissement de la consommation, baisse de ce qu'on appelle l'equity, le
le cash américain, leur poire pour la soif. Et donc là, ça peut devenir très 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 délicat parce qu'il y aura forcément un effet boule de neige qui va nous retomber dessus à Wall Street. Et puis alors on va parler des résultats de Tesla, grosso modo 20% de baisse sur les résultats, sur les earnings sur une année. Si on compare trimestre par trimestre, eh bien ce trimestre-là, il y a une baisse de 20%. Forcément la baisse des prix, ça se ressent, baisse sur les marges, pression sur les marges. Grosso modo des chiffres qui n'étaient pas catastrophiques parce que plutôt en ligne avec les attentes, mais quand même décevants parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner. Alors comme je le disais avant, est-ce qu'il est en train d'essayer de restructurer sa manière de vendre des voitures pour casser la concurrence, ou est-ce que vraiment il doit baisser les marges pour évacuer ses stocks? Ça peut poser un problème, mais surtout ce qui est assez inquiétant quand on regarde dans les résultats et dans les commentaires, les premiers commentaires qu'on a eu hier soir, eh bien c'est que les gens sont inquiets et déçus sur les résultats, mais il y a aussi une certaine inquiétude par rapport au changement de perception de Tesla. Avant Tesla c'était oui, un fabricant de voitures électriques, mais il y avait tellement d'autres choses derrière. Et aujourd'hui, on est en train de dire oui, mais quand on regarde les chiffres, c'est juste un fabricant de voitures. Et donc ça, c'est un truc qui est pas terrible. Les gens sont en train de revenir un petit peu à la réalité en disant oui, le software pour les voitures autonomes, c'est super quand il sera développé. Et donc du coup, il y a ce stress-là. Et puis à côté, il y a aussi tous les autres business qui devaient se développer, qui pour l'instant se développent pas aussi vite que prévu. Et comme il y avait une partie de la valorisation de Tesla qui était due à ces business et prospects business futurs, eh bien tout d'un coup, on se dit bah ouais, mais s'ils font que de vendre des voitures, eh bien ça reste finalement la même valorisation qu'un Volkswagen, qu'un Renault, qu'un Peugeot ou n'importe quoi, qu'un Stellantis, pardon. Résultat, eh bien s'il y a un retour à la moyenne en se disant bah finalement Tesla c'est juste une marque de voiture, je vous dis pas comment c'est cher par rapport aux autres marques de voitures. Si jamais on se dit bah ouais finalement il faut l'évaluer comme une voiture, il y a du boulot, et d'ailleurs, on l'a vu hier soir sur l'annonce des chiffres et sur la perception des résultats, le titre perdait quand même 6% after close. Et je terminerai avec une nouvelle où là aussi, ça commence à être un tout petit peu stressant, parce qu'en dehors des chiffres de Tesla et de Netflix, hier, il y avait quand même l'inflation en Europe. Alors, grosso modo, c'est pas l'euphorie, mais il y a un chiffre qui est ressorti assez de manière frappante, et encore, c'est à discuter. Si vous regardez les chiffres de l'inflation en Europe, uniquement l'inflation alimentaire, ça affiche plus ou moins à 15%. Sur certains autres trucs, il y en a qui vous diront sur certains pays, on sera à plus de 20%. Mais grosso modo, sur l'Europe, on a à 15% d'inflation alimentaire. Donc pas forcément le truc dont vous pouvez vous passer facilement. La bouffe, Donc la bouffe n'arrête pas d'augmenter. Hier, on a vu le sucre qui a atteint un plus haut niveau depuis pratiquement plus de 10 ans. Et si vous regardez, donc le sucre qui explose, mais c'est pas tout. Parce qu'à côté, vous avez aussi le live cattle, le troupeau vivant. Alors on rigole toujours avec le troupeau vivant. Mais quand vous voyez le prix de la viande, eh bien là aussi on est au plus haut depuis pas mal d'années, donc c'est clair que si vous commencez à dire, eh bien les voitures c'est trop cher, je roule plus en voiture, l'essence c'est trop cher, je roule plus en voiture, si vous dites je mange plus de sucre, je mange plus de viande, et puis vous roulez en trottinette, mais pas trottinette électrique, peut-être que vous en sortirez, mais il y a quand même une inflation réelle qui est en train d'exploser. Pour ce qui est de la bouffe, d'accord? Alors quand on nous dit de l'inflation est sous contrôle, oui, mais quand la bouffe elle coûte 15% plus cher, c'est pas tout à fait la même perception entre Wall Street et Main Street. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. On continue dans les publications de résultats. C'est un petit peu en ralentissement cette semaine. Le gros morceau viendra la semaine prochaine. Aujourd'hui, on aura entre autres American Express qui publiera. On aura AT&T qui publieront également. Mais rien d'exceptionnel jusqu'à la fin de la semaine. Du côté chiffres économiques, on aura le PPI en Allemagne. On aura les minutes de la BCE, du dernier meeting de la BCE qui seront publiées. On aura le trade balance en Europe également. Et puis aux États-Unis, on aura comme tous les jeudis les chiffres de l'emploi, les jobless claims, la nouvelle demande d'indemnité chômage. Et donc, il va falloir surveiller tout ça pour voir un peu dans quelle direction on va. Pour l'instant, les marchés sont calmes, les futurs sont en légère baisse à cause de Tesla principalement. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, regardez encore ce graphique. Vous voyez sur ce graphique que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le rallye depuis le début de l'année a été fait uniquement grâce à 20% des membres du S&P 500. Et ça, c'est pas forcément très très sain. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour conclure la semaine avec un nouveau Morning Bull Live et un Swiss Bliss. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois demain. Bye bye.